Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Françoise Degaut et Philippe Deveul. S'il vous plaît, c'est une phrase. On fait ce qu'on veut. C'est une phrase en une du Parisien qui fait beaucoup réagir. Je cite: il faut vacciner les jeunes enfants. Une phrase issue de l'interview de Stéphane Bancel dans Le Quotidien, le PDG de Moderna. Son argument, je cite à nouveau: si on regarde ce qu'il s'est passé aux États-Unis où il y a eu beaucoup plus de cas de Delta qu'en France, presque 20% des Américains hospitalisés étaient des enfants, ce qui n'était pas du tout le cas avec la souche originelle. Fin de citation. Un argument contredit par le journal qui rappelle que selon l'Agence fédérale de santé publique américaine, les mineurs n'ont représenté que 4% des hospitalisations aux USA au maximum l'été dernier. Dans le même temps, toujours aux États-Unis, un comité d'experts dont il est rare, selon le journal Le Monde, que les avis ne soient pas suivis par la FDA, l'Agence américaine du médicament, a recommandé le vaccin Pfizer pour les 5 à 11 ans. Pour info, selon l'INED, l'Institut national d'études démographiques, c'est en France, pour la période de mars 2020 à juillet 2021, il y a eu 15 jeunes de 0 à 19 ans décédés dans ce laps de temps en France, tous avec des comorbidités. D'où notre grand débat. Faut-il vacciner les plus jeunes, comme le demande le PDG de Moderna? Et vous êtes 96,3% à dire non sur Twitter. Avec nous, Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu, directeur médical du site de santé Docticino et chroniqueur santé. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonjour, bonsoir. Vous avez réagi à cet article de manière très ironique ce matin sur Twitter en répondant: de quel point de vue, médical ou financier, est-ce que ce n'est pas choquant tous ces conflits d'intérêts? Non, alors j'ai pas parlé de conflit d'intérêts. Non, je ne parle pas de conflit d'intérêts, mais le PDG de Moderna qui dit qu'il faut vacciner les gens, c'est comme le PDG de Renault qui dit qu'il faut acheter des voitures. C'est assez logique. Ouais, c'est ça, ou de Marlboro qui dit qu'il faut fumer. Je sais pas. Enfin, non, mais c'est ironique, oui et non. C'est-à-dire que lui, il défend son point de vue. Encore une fois, son point de vue, c'est effectivement de vendre. Il va donner tous les arguments, comme d'ailleurs aux États-Unis, les communiqués de presse plutôt que les études qui sont publiées. Et c'est souvent la même chose. C'est-à-dire que c'est les études menées par l'industrie, publiées par des communiqués de presse avec des agences de presse qui reprennent des chiffres fantastiques d'efficacité. Et je crois qu'on peut pas remettre en cause. Quand on vaccine, ça produit de la protéine spike et la protéine spike produit des anticorps. En tout cas, notre organisme réagit et produit des anticorps. Donc là, on a des données d'efficacité. Mais après, il faut les remettre en perspective, ces données-là, et notamment les remettre en perspective dans une population. Quel est le bénéfice-risque à vacciner? Autant le bénéfice, il est indubitable quand il y a un risque de la maladie, et ça, c'est chez les plus de 65 ans, chez les obèses, chez les gens à risque. En revanche, dans une autre population que sont les enfants, quel est le bénéfice à une vaccination? Et ça, moi, je le dis depuis le début de cette vaccination et de cette crise. Quel est le bénéfice à donner un médicament ou un vaccin dans une population qui a quasi zéro risque de développer une maladie grave? Et donc, c'est cette remise en perspective qui est intéressante. Et là, les arguments sont beaucoup plus discutables. C'est pour ça que lui, son point de vue, il est probablement, point de vue général, financier, tout ce que vous voulez sur le fonctionnement de son entreprise. Mais d'un point de vue de santé publique et de bénéfice à gérer la crise et quand il n'y a pas de risque de la maladie chez les enfants, je pense qu'il faut faire très attention, d'autant que le recul qui serait un recul lié au temps, eh bien, on ne l'a pas par définition, puisque ce vaccin, c'est un vaccin relativement nouveau. Philippe Bilger. Mon cher Philippe, je vous remercie de mettre immédiatement en dialogue avec Gérald, qui, à chaque fois qu'il intervient, m'éclaire. J'ai des scrupules à le contredire, mais juste une question, Gérald. Est-ce qu'on peut penser que le PDG de Moderna a pour seule légitimité celle de vouloir vendre? Ou est-ce qu'il n'a pas des données que d'autres n'auraient peut-être pas? Il a les mêmes données que nous, c'est-à-dire, encore une fois, moi, loin de moi l'idée d'aller lui prêter des intérêts autres que des intérêts généraux de santé publique. Enfin, encore une fois, l'industrie pharmaceutique, ça sauve des vies. Je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Tous les jours, je prescris l'industrie pharmaceutique et les industriels. Grâce à eux, on peut sortir de cette crise grâce à Pfizer, Moderna et d'autres. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut que nous, médecins, scientifiques et autorités de santé, on soit dans une logique ancestrale de primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc, cette balance bénéfice-risque, elle est fondamentale. J'ai un bénéfice à prescrire ce vaccin quand j'ai un bénéfice à protéger ma population. Or, les enfants, je les protège de quoi? Je les protège de pas grand-chose parce que le coronavirus, il fait pas de mort chez les enfants. Et tous les décès qui ont eu lieu, malheureusement, étaient chez des enfants qui seraient probablement morts d'autre chose parce qu'ils avaient des comorbidités. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit ce bon sens médical, cette balance bénéfice-risque. Alors, vous pourriez me rétorquer qu'il y a un intérêt un peu altruiste à vacciner pour éviter la circulation du virus.
Oui, enfin, il y a quand même peu d'études qui montrent que ça diminue chez les enfants cette circulation virale. Et l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être un intérêt à avoir une immunité naturelle chez les enfants. Je dis bien naturelle et pas post-vaccinale, puisque comme ils n'ont pas de risque de développer une forme grave, il y a peut-être un intérêt à laisser circuler le virus chez eux de façon à ce qu'ils développent une immunité solide, naturelle, qui est une barrière naturelle au virus. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Françoise Degois. Oui, moi j'entends toujours ce que dit, je partage le point de vue de Philippe Bilger. C'est toujours un plaisir d'entendre Gérald Kierzek parce qu'il arrive à mettre des mots sur des doutes sans être dans l'outrance. C'est ça. Moi j'ai énormément il est toujours très modéré dans ses points de vue. Il met des mots clairement sur les doutes. Moi maintenant j'ai un doute, alors qui n'est pas un doute complotiste, mais qui est un doute presque analytique et ma déformation politique. J'ai le sentiment qu'on la rengaine et la ritournelle Covid recommence. Elle recommence sur une donnée que je pense qu'il faut combattre, le nombre de cas. C'est-à-dire que on nous a bassinés, on nous a, comment dirais-je, vraiment anxiogénisés, si je puis inventer ce mot. On a fait pression. On est tous allés se faire vacciner. Ok, moi je ne sais absolument pas. Par exemple, moi j'ai été vacciné à l'AstraZeneca, Gérald, première et deuxième dose. Ce vaccin a disparu complètement des radars. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'est devenu le Janssen. Le Moderna était sur la liste des du vaccin autorisé pour la 3e dose. Ensuite, il n'y était plus. Maintenant, il y revient. Oui. Moi, j'émets des doutes. Je me dis, si les anti-vax, finalement, n'avaient pas un peu raison sur l'éventualité des séquelles que nous allons avoir. Donc, je m'inquiète. Mais surtout, je m'inquiète de la musique politique qu'on est en train de nous rejouer. On a Olivier Véran qui se fait vacciner en grande pompe sur la 3e dose. Je ne peux pas arriver à croire ce gouvernement qui ment quand Olivier Véran nous dit, mais non, le pass sanitaire ne sera pas assujetti à la 3e dose. Je pense qu'il va être assujetti à la 3e dose, inévitablement, inéluctablement. On recommence la petite musique, ah là là, les cas repartent à la hausse, mais les cas, ça n'a rien à voir avec l'embouteillage des hôpitaux. Donc, je suis fatigué, Gérald, et j'arrive plus à séparer le bon grain de l'ivraie. Gérald Kierzek. Non, je suis assez d'accord. Alors, encore une fois, il ne faut pas tomber dans l'outrance, et moi, je me garde bien d'être ni du côté des alarmistes, ni du côté c'est pour ça qu'on est toujours heureux de vous avoir. Ouais. J'essaye vraiment, et je ne renie aucun de mes propos depuis le début de cette crise. Je crois qu'il faut rester dans de la logique et dans du bon sens. Les gens qui sont à risque d'embouteiller le système de santé, c'est les plus fragiles, on les connaît, les obèses, les plus de 65 ans et les insuffisants respiratoires. Donc eux, on les vaccine 3e dose. Donc éventuellement, on pourrait les vacciner d'une 3e dose. Encore faudrait-il avoir la preuve, parce que c'est pas parce que les anticorps baissent que l'immunité baisse. Et on sait très bien que les anticorps, ils baissent naturellement, mais il y a un autre type d'immunité qui augmente, c'est l'immunité cellulaire. Et que l'immunité, on ne sait pas la mesurer. Donc, mais je veux bien admettre que chez les plus à risque, on peut prendre peut-être j'allais dire le risque, en tout cas la facilité de les vacciner d'une 3e dose. Mais chez les autres, c'est très discutable. Chez les enfants, c'est très discutable, c'est évident. Je voudrais rebondir sur la petite musique, effectivement, des cas positifs. Parce qu'on a glissé de manière sémantique, première, 2e vague, ok, il y avait un embouteillage et une tension hospitalière, une saturation hospitalière. Pas partout d'ailleurs en France. J'étais hier avec un collègue réanimateur de Clermont-Ferrand pour lui proposer un patient, un ami qui a un peu de mal dans une autre ville de France, etc. Il me dit, mais il n'y a aucun problème de réanimation. Il n'y a jamais eu de problème de réanimation depuis 2 ans avec le Covid. C'est pas maintenant que ça va commencer. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire qu'entre la petite musique médiatique, politique, Paris et Grand Est et ce qui se passe ailleurs en France, il y a une différence parce qu'il n'y a pas eu de tension hospitalière sur les autres services de réanimation ailleurs en France, et ça, il faut le rappeler. Mais cette petite musique qui est de dire première, 2e vague, là on en est à la 5e vague, mais il n'y a jamais eu de 3e et 4e vague. Pardon, reprenez les chiffres, il n'y a jamais eu de saturation hospitalière sur une 3e et 4e vague. Il y a eu 3e et 4e vague de cas positifs. Et vous avez raison, Françoise, de dire que maintenant on compte des gens pas malades. C'est-à-dire que progressivement, on voit bien que c'est Europe, cas positifs, mais de gens pas malades. Et si on nous vend l'idée que c'est une 5e vague de cas positifs, à quoi sert le vaccin? Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Philippe Deveul. Il protège, il a évité la saturation hospitalière, donc il faut arrêter d'avoir des Cassandres qui, à longueur de plateau télé, nous disent que c'est cas positif, c'est catastrophique, etc. Moi, j'en ai un peu marre de ces docteurs qui... moi aussi, et puis en plus, moi j'aime beaucoup Gilbert Deray, mais enfin bon, il est néphrologue. Oui. Ils disparaissent et il faut le garder en tête. Moi, je l'aime beaucoup, mais je l'écoutais encore hier chez notre ami Darius Rochebin.
bain là sur LCI. Écoutez, je me disais, oh là là, ça y est, on est reparti. Après les plaies d'Égypte, c'est les plaies du Covid avec Gilbert Deray. Philippe Deveul. Bon, vite fait, parce que je suis d'accord avec Gérald Kierzak, parce que en effet, c'est un discours apaisé, pas trop hystérique, et je le remercie. C'est vrai que puisque les jeunes ne sont pas touchés principalement par les versions graves du virus, et que moi je suis pour la liberté vaccinale, ceux qui veulent se faire vacciner. Vous avez été malade, vous, du Covid, au début de l'épidémie? J'ai eu le Covid au début de l'épidémie. Je pense que les gens qui adhèrent à l'idée de se faire vacciner le fassent, pourquoi pas, mais en sachant qu'il peut y avoir des risques, parce qu'on n'a pas assez de recul sur ce vaccin. Moi, je le pense. Je ne suis pas du tout dans la grille anti-vax. Mais vous êtes vacciné? Non, je ne suis pas vacciné, vous avez été malade. Je me teste, j'ai des anticorps, donc je suis sur la méthode naturelle. Et concernant le pass sanitaire, je trouve que c'est un outrage à nos libertés, et que ce pass sanitaire est plutôt un pass politique qu'un pass sanitaire, parce que ça n'empêche pas le virus de circuler. Ça permet simplement aux gens de contrôler. Moi, de toute façon, il n'y a pas besoin de pass sanitaire. Si on est vacciné, on montre qu'on est vacciné. Et puis, si on n'est pas vacciné, si on montre un test qu'on n'est pas, on n'a pas de virus, on est négatif, et ben voilà. La vie est belle, mais de nous imposer ça, j'ai peur que ce soit une brèche pour nos droits à l'avenir. Et c'est en discussion au Parlement. Gérald Kierzek. Et après, on part au 0826 300 300, ça réagit énormément. Il a bon dos, hein, la troisième dose, le Moderna, etc. Parce qu'il y a une interview du ministre aujourd'hui qui est quand même assez intéressante dans Libération, qui dit quand même qu'il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de fermeture de lits, de 20% de lits qui sont fermés à cause du manque de personnel, etc. Et je trouve que finalement, le fait de parler de cette troisième dose et d'insister, de nous faire un numéro de com en disant j'ai fait une troisième dose pour montrer l'exemple, etc., ça permet de cacher les vrais problèmes, parce que encore une fois, c'est une crise. Et si on voulait la prévenir, et si on voulait prévenir d'autres types de crises sanitaires, la grippe, la canicule ou d'autres virus inconnus, etc., il faut rhabiller les hôpitaux. Et cette crise, elle est plutôt structurelle plutôt que conjoncturelle ou circonstancielle avec le virus. Donc c'est facile de faire diversion actuellement en termes de communication politique pour le ministre, plutôt que de s'attacher aux vrais problèmes, parce que sa vraie peur, c'est l'hôpital qui craque, parce que l'hôpital, il est en train de s'écrouler. Je suis d'accord, mais c'est très important ce que vient de dire Gérald. Il faut vraiment le rappeler. Et la crise, elle est quasiment, Gérald, elle est existentielle. Hein. On a un problème de crise des vocations désormais, une crise de motivation. Et des fermetures de lits d'hôpitaux depuis des années aussi. Non, mais ça, je parle de ça c'est acquis. Mais en plus de ça, la crise de la motivation, quasiment de la vocation. Je pense que l'épisode en plus sur les soignants et l'obligation de se faire vacciner a laissé aussi des traces dans le changement de comportement des gens à leur égard lors du premier confinement et à leur égard avec le pass. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Gérald? La crise de motivation. Gérald, et on part au 0826 300 300. On les remerciait, on les applaudissait, on les a stigmatisés et foutus dehors. Voilà. Oui, tout à fait. On part au 0826 300 300, direction la Seine-et-Marne. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous, a priori, vous n'êtes pas d'accord avec l'avis du PDG de Moderna qui veut vacciner les plus jeunes? Ah bah non, bien sûr que je suis pas d'accord. Je salue M. Kierzek, qui est un des rares intervenants santé, je trouve être objectif par rapport à la situation depuis le début de la pandémie. Et pour faire simple, il a tout dit. Où est le rapport bénéfice-risque? Il est complètement aucun bénéfice, et des risques par contre qu'on mesurera sur le court, moyen et long terme. Hein. On est toujours en phase 3 sur des essais thérapeutiques par rapport à ce vaccin. Donc un enfant, il y a eu depuis le début de la pandémie, donc bientôt 20 mois, à peine, je crois, 20 morts, avec en plus, est-ce qu'ils avaient vraiment le Covid ou pas, depuis 20 mois. Donc le rapport bénéfice-risque est nul. Et en plus, le principe des précautions, il a bon dos. Le PDG de Moderna, il a été milliardaire avec la crise. Donc lui, il n'y a qu'un intérêt financier à promulguer. On peut dire le jump de Stéphane Bancel, si vous voulez, Mathieu, on va le dire. Il est passé de 400 millions de dollars de fortune personnelle, il est à 15 milliards de dollars. Il a fait un bond tout à fait colossal de fortune personnelle. Je ne parle pas du bond comme de Amazon Moderna, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mathieu, concluez s'il vous plaît, parce qu'on va prendre un auditeur d'un avis différent. Donc pour vous, vous êtes d'accord, vous pensez qu'il ne faut pas vacciner les plus jeunes?
il faut revenir au côté rationnel, faire preuve de bon sens, rapport bénéfice-risque. Sinon, dans ce cas-là, les pauvres gamins déjà qu'ils ont eu le masque et ça se trouve ils vont devoir le reporter 7 heures par jour. On a plus de chances de mourir à 18 ans, de mourir foudroyé que du Covid. C'est quoi la prochaine étape? On leur fait porter une casquette avec une pomme de terre sur la tête à la cour de récré s'il y a un risque d'orage. Il faut retrouver du bon sens en France. Merci beaucoup Mathieu de Seine-et-Marne, direction Avignon. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Et vous, je crois que vous êtes pour la vaccination des plus jeunes. Alors moi, oui, je suis pour la vaccination des plus jeunes, dans le sens où à un moment donné, en France, on remet toujours tout en cause. On a des spécialistes, on a des gens qui travaillent dur pour pouvoir trouver des moyens de sécuriser notre santé, et on remet en cause le vaccin. Alors dans ces cas-là, pourquoi ne pas remettre en cause l'insuline? On était sur de l'insuline porcine avant, on est passé sur de la biogénétique, on a fait évoluer les traitements. Alors vous parlez toujours de facteurs bénéfices-risques. Moi j'adore ça. Vous avez les diabétiques type 2 qui ne sont pas insulinodépendants. La Sécurité sociale a pris la décision de leur supprimer les moyens de contrôle en sachant que toutes les complications qu'ils puissent avoir, c'est les mêmes qu'un type 2. Et ils peuvent perdre la vue, ils peuvent avoir des coronopathies, des cardiopathies et des maladies graves. En France, on est toujours en train de remettre tout en cause. Vous savez, si on voulait tuer les gens, on aurait pris le Doliprane ou différents médicaments. Arrêtons de dire n'importe quoi. Moi aussi, j'ai été vacciné à l'AstraZeneca. J'ai fait une complication neurologique parce que j'ai une polyneuropathie. J'ai été bloqué pendant 2 semaines, mais j'ai refait donc le vaccin qu'il y avait à faire en deuxième, le Pfizer. J'ai été malade pendant 3 heures. Ça a été. Mais qui est-ce que dit le contraire? Personne ne dit quoi que ce soit sur le vaccin, là, autour de cette table, monsieur. Si, puisque vous mettez en doute simplement la vaccination pour les enfants. Alors on nous dit que le vaccin est dangereux. Mais... Eh ben, si le vaccin il est... Attendez. Si le vaccin est dangereux, pensez que tous les gens qui sont porteurs sains, les enfants sont avec nous. Les enfants circulent avec nous. Donc si on a ce qu'on appelle donc un virus dit dangereux, c'est l'ensemble de la population qu'on doit protéger pour éviter ce qu'on appelle les contaminations. Alors on va faire réagir Gérald Kierzek, parce que c'est le médecin autour de la table. Gérald Kierzek, qu'est-ce que vous voulez répondre à Mathieu de Seine-et-Marne et à Pascal d'Avignon? Non, alors, éradiquer le virus, c'est une illusion. Et d'ailleurs, dans l'interview de Stéphane Bancel, il laisse penser que si on fait la 3e dose, on va éradiquer le virus. C'est une chimère. On n'éradiquera pas ce virus pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas, j'avais écrit dans le Figaro, on ne peut pas supprimer l'air. Si vous ne supprimez pas l'air, eh ben, vous ne pouvez pas supprimer le virus. Le coronavirus en a toujours eu. Donc, globalement, on est dans un virus qui est endémique, qui va rester. Donc, l'objectif, c'est de protéger les plus fragiles. Et c'est pas parce que vous vaccinez que vous éradiquez. Donc, l'argument que j'entends l'auditeur d'Avignon, que j'entends, hein, mais c'est un argument, on ne supprimera pas la circulation virale en vaccinant tout le monde. Et comparé avec l'insuline, un enfant qui est diabétique de type 1, il a besoin de manière vitale de son insuline parce que sinon il meurt s'il n'a pas d'insuline naturelle et s'il est diabétique. Donc on ne peut pas comparer. C'est comme quand j'entendais certains députés qui comparaient la vaccination contre la variole. Ça n'a aucun sens, on n'a pas du tout la même chose. Ou même les vaccins des petits, bien sûr. Le tétanos, vous avez une mortalité qui est effroyable. Donc on voit bien que... Et pardon, je reviens sur cette notion de balance bénéfice-risque, mais c'est quand même fondamental. Si vous n'avez pas de risque de cette maladie-là, eh bien le moindre risque, même le risque inconnu en vertu du principe de précaution, il ne faut pas le prendre avec un médicament ou avec un vaccin. Merci beaucoup Gérald Kierzek. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu. Toujours aussi clair. Toujours aussi clair, un régal, oui. Merci toujours Gérald. Un régal. Directeur médical du site de santé Doctissimo, ma langue a fourché, et chroniqueur santé. Verdict sur Twitter, ça n'arrête pas de monter. Il y a beaucoup de votes, donc ça monte petit à petit. Faut-il vacciner les plus jeunes comme le demande le PDG de Moderna? Vous êtes 96,6% à dire non. De suite, on va parler d'une très très belle initiative qui se passe du côté de Perpignan et de Montpellier. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe Rossi.